Bien, camarades, on comprend bien que parler de la situation aux États-Unis ne peut pas être séparé de la situation internationale. Et c'est sous cet angle qu'on va essayer d'évaluer ce qui est en jeu dans l'élection présidentielle et les problèmes auxquels les travailleurs, les jeunes, les militants sont confrontés aux États-Unis. Il y a plus de 90 ans, Trotsky écrivait ceci: « Tôt ou tard, le capitalisme américain devra s'ouvrir à lui-même, en long et en large, notre planète tout entière. Au moyen de quelle méthode? De toutes les méthodes. Un coefficient élevé de productivité signifie également un coefficient élevé de force destructrice. Suis-je en train de prêcher la guerre? Pas le moins du monde, je ne prêche rien. J'essaye seulement d'analyser la situation mondiale et de tirer des conclusions des lois de la mécanique économique. » Si je commence cette introduction par cette citation, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le pronostic de Trotsky, à savoir que tôt ou tard les États-Unis chercheront à s'ouvrir le monde entier par tous les moyens, nous sommes en plein dedans. Et je vais y revenir. C'est une situation qui a des conséquences de tous ordres. Mais l'autre aspect, c'est que Trotsky met cela en rapport avec ce qu'il appelle les lois de la mécanique économique. L'espèce de folie qui semble s'emparer du monde, qui donne naissance à ce déferlement de barbarie à Gaza, à cette guerre qui semble devoir s'étendre à tous les continents et à tous les pays, en même temps que ce vent de folie semble aussi devoir frapper la situation intérieure aux États-Unis. Le fait quand même que la candidate du Parti démocrate ait caractérisé son concurrent républicain comme un fasciste, pas plus tard qu'il y a 2 jours, est quelque chose d'autant plus inhabituel que ça n'est pas entièrement faux. Tous ces éléments ne relèvent pas de quelque chose d'accidentel, d'anecdotique, d'un enchaînement incompréhensible d'événements. Ces événements ont un rapport avec ce que Trotsky appelle les lois de la mécanique économique, qui sont tout simplement les lois du système capitaliste. Le fait est que l'élection aux États-Unis dans quelques jours suscite de nombreuses inquiétudes, de nombreuses incertitudes, aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier. Le fait est que l'élection de Trump est une éventualité tout à fait possible et que la caractérisation de Trump comme un fasciste s'appuie sur un certain nombre d'éléments sur lesquels nous reviendrons. Mais en même temps, il faut bien poser la question, est-ce que l'élection de Harris serait un rempart face au fascisme de Trump? Comme on va le voir, ce n'est pas si simple. Et le choix n'est pas entre un candidat qui bascule vers le fascisme et quelqu'un qui serait un rempart au fascisme, bien au contraire. Le fait est, nous l'avons déjà caractérisé à nombreuses reprises, que s'il existe un pays au monde où les conditions sont réunies pour une solution, entre guillemets, de type fasciste, c'est sans aucun doute les États-Unis plus que n'importe quel autre pays. Tout simplement parce que la mise en place d'un régime de type fasciste suppose d'abord et avant tout une bourgeoisie nationale capable de faire prévaloir ses intérêts contre toutes les autres bourgeoisies nationales et contre les travailleurs et contre tous les opprimés, et qu'il y a un pays où une bourgeoisie nationale est assez forte pour prétendre faire cela, ce sont les États-Unis. Dans cette citation de Trotsky à propos des États-Unis, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avant le déferlement de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, mais Trotsky faisait le pronostic suivant. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas un déclin économique temporaire, mais l'aube d'une dévastation économique complète et de la destruction de toute notre culture, au cas où l'humanité laborieuse et pensante
s'avérerait incapable de saisir à temps les rênes de ses propres forces productives et de les organiser correctement à l'échelle de l'Europe et du monde. La seule possibilité d'empêcher la marche à la destruction généralisée, c'est l'action consciente et organisée de la classe des travailleurs. Et on va y venir, c'est l'un des enjeux de toute la situation actuelle aux États-Unis. À l'époque où Trotsky écrivait, Hitler venait de prendre le pouvoir, les dévastations ont eu lieu, mais aujourd'hui, il est certain que ce que Trotsky dénonce en 1933, la vague de nationalisme, pour reprendre ces termes, est quelque chose à quoi nous sommes confrontés aux États-Unis même. Ce n'est pas le lieu ici de retracer toute l'histoire mondiale dans les 90 dernières années, mais le fait est qu'à l'heure où les États-Unis et la bourgeoisie américaine accentuent leur domination sur le monde, cela se fait dans un déferlement de barbarie et de guerre qui tend à se généraliser. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit, mais il faut le répéter, il n'y a pas des guerres, ou plutôt il y a des guerres qui tendent à converger et à se fondre en une guerre. La guerre menée par Netanyahou à Gaza, au Liban, qui s'étend à tout le Moyen-Orient, a un rapport direct avec les intérêts de l'impérialisme dans la région et dans le monde. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, un rapport direct, et j'y reviendrai, avec les nécessités pour l'impérialisme américain de défendre ses intérêts économiques et d'interdire que quelqu'un, en l'occurrence Poutine, vienne les lui contester. La guerre qui menace contre la Chine, un rapport direct avec les besoins de survie du capitalisme américain. En ce sens, toutes ces questions internationales sont aussi, et on le voit, des questions intérieures aux États-Unis. Et d'une certaine manière, on peut dire que le chaos intérieur aux États-Unis est relié au chaos à l'extérieur. Oui, il y a un chaos à l'intérieur, c'est évident. Lorsque Trump annonce qu'il ne reconnaîtra jamais d'autres résultats des élections que s'il proclame sa victoire, il y a un chaos intérieur. Lorsqu'il annonce que s'il est élu, il limogera le procureur général, les juges suprêmes et tout le monde, il y a un chaos intérieur. Lorsqu'il en appelle à la mobilisation, et là sur un terrain typiquement fasciste, des petits blancs qui se sentent trahis dans leur aspiration à vivre mieux. Lorsque, sous le mot d'ordre, rendez l'Amérique grande à nouveau, il exacerbe un chauvinisme américain blanc de préférence, opposé au monde entier, aux Noirs, aux Hispanos, etc. Il crée lui-même les conditions du chaos, qu'il perde ou qu'il gagne l'élection. Mais on y reviendra, l'élection de Kamala Harris ne ferait que différer d'une certaine manière cette échéance. La victoire du fascisme suppose en toutes circonstances que la classe ouvrière soit écrasée. Et c'est là qu'est la contradiction aux États-Unis. Et c'est là où il y a une contradiction béante. La classe ouvrière aux États-Unis existe. Elle est puissante en tout cas socialement, elle est beaucoup moins puissante politiquement, elle combat, et c'est le principal obstacle auquel serait confrontée et auquel est d'ores et déjà confrontée toute tentative d'imposer un ordre fasciste aux États-Unis. Par conséquent, avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Dominique puis à Camille. Le premier nous dira quelques mots sur les grèves de la dernière période aux États-Unis en relation avec les correspondances envoyées par nos camarades américains. Puis Camille reviendra sur les mobilisations de la jeunesse sur différentes questions et aussi sur la mobilisation sur la question des droits démocratiques, en particulier le droit à l'avortement. Et je viendrai enfin sur un élément de résistance important qui est la mobilisation de la population noire et au-delà de l'ensemble de la population par rapport aux crimes racistes aux États-Unis. Et ensuite, nous poursuivrons sur l'ensemble de ces éléments.
Oui, ce qui s'est passé il y a 48 heures chez Boeing est un concentré de la vague de grève totalement inédite depuis au moins 50 ans qui balaye les États-Unis depuis l'été 2023. Mercredi, 64% des 33 000 ouvriers en grève, membres du syndicat Association internationale des machinistes, qui sont en grève depuis le 13 septembre dans 2 grosses usines du nord-ouest des États-Unis. 64% des 33 000 grévistes consultés par leur syndicat sur le résultat des négociations entre la direction de Boeing et les négociateurs du syndicat ont rejeté l'accord qui leur était proposé, un accord qui notamment accordait 35% d'augmentation des salaires. Alors cette grève, elle a commencé le 12 septembre. Elle a commencé le 12 septembre quand justement les 33 000 ouvriers de ces usines de Boeing, Boeing est une grande multinationale de construction aérospatiale civile et militaire, qui emploie 170 000 travailleurs dans le monde. Le 12 septembre, ces 33 000 ouvriers de ces usines Boeing étaient consultés par leur syndicat sur le projet de nouvelle convention collective qui avait été négociée par les négociateurs du syndicat et la direction de l'entreprise. Et à 97%, ils ont estimé que les propositions qui étaient faites étaient insuffisantes et ils les ont rejetées et se sont prononcés pour la grève qui a commencé dès le lendemain. Les négociations ont continué. Les responsables du syndicat sont retournés voir la direction de Boeing. Ils ont négocié un nouveau projet d'accord et ils sont revenus devant les syndiqués le 27 septembre et avec un certain nombre de résultats puisqu'ils avaient obtenu en particulier une augmentation de 30% des salaires, même si les syndiqués demandaient 40%. Et pour la deuxième fois, le 27 septembre, les syndiqués ont majoritairement rejeté les propositions faites par la direction de Boeing avec les négociateurs du syndicat, estimant qu'ils voulaient 40% d'augmentation de salaire et un certain nombre de garanties pour leur système de retraite, qui, vous savez, aux États-Unis est négocié entreprise par entreprise. Alors, comme la lutte des classes, c'est la lutte pas seulement de la classe ouvrière, mais aussi de la classe capitaliste, la direction de Boeing a décidé de passer à la vitesse supérieure et a annoncé un plan de licenciement de 17 000 travailleurs, c'est-à-dire 10% des effectifs au niveau mondial, pour faire pression sur les négociations, faire pression sur la grève, mais la grève a continué. La grève a continué au point que l'administration Biden, qui voit d'un très mauvais œil cette grève puissante pour les salaires à quelques jours d'une élection présidentielle qui est à haut risque, l'administration Biden a envoyé sa ministre du Travail, Julie Su, pour faire pression tant sur l'appareil du syndicat que sur la direction de Boeing pour trouver un accord à tout prix. Et la presse américaine a rendu compte de toutes les tentatives de la ministre du Travail de faire pression sur les uns et les autres pour obtenir un accord et surtout pour empêcher que cette grève fasse tache d'huile. Alors vous savez, par le passé, l'administration Biden n'a pas hésité à employer d'autres méthodes face aux grèves. Pas plus tard qu'en décembre 2022, Biden lui-même avait ressorti une vieille loi anti-grève et anti-syndicale datant de 1926 pour faire interdire la grève des cheminots, qui aurait largement paralysé l'économie du pays. Mais aujourd'hui, on est dans une autre situation ouverte par la vague de grève qui a commencé à l'été 2023, et l'administration Biden marche sur des œufs et a envoyé sa ministre du Travail pour trouver un accord. Mais la situation, je disais, a changé. En même temps que la grève de Boeing avait lieu, vous l'avez lu dans la Tribune des travailleurs, le syndicat des dockers de la côte Est des États-Unis, qui est pourtant dirigé par une équipe qui est plutôt habituellement tournée vers la collaboration de classe, une équipe dirigée par un président qui est par ailleurs plutôt un admirateur de Trump, mais malgré tout, sous la pression des dockers qui eux aussi revendiquent dans leur convention collective des augmentations de salaire significatives, les syndiqués ont fait pression et ont imposé l'appel du syndicat des dockers de la côte Est à la grève. Cette grève, vous en avez lu un bilan de nos camarades des États-Unis dans la Tribune des travailleurs. En 3 jours, a obtenu une augmentation de salaire de 62% étalée sur plusieurs années, qui a amené la direction du syndicat à suspendre la grève,
puisque la direction du syndicat des dockers n'est pas tenue, contrairement à ce qui se passe chez Boeing, à consulter ses syndiqués pour lever l'ordre de grève. Et dans ces conditions, à Boeing, où se poursuivaient les négociations, mardi dernier, l'équipe de négociateurs du syndicat est revenue des négociations, a annoncé que le patronat était prêt à lâcher 35% d'augmentation de salaire, mais les travailleurs, à 64%, quand ils ont été consultés mercredi, ont rejeté l'accord qui était proposé, estimant notamment que s'ils avaient certes obtenu des avancées importantes du point de vue des salaires, n'avaient pas obtenu ce qu'ils demandaient du point de vue de leur régime de retraite. Et un observateur qui était présent sur les piquets de grève dans la région de Seattle mercredi écrivait sur les piquets de grève, les grévistes scandaient « pension, pension », nos retraites, estimant que leur grève devait non seulement arracher des augmentations de salaire, mais aussi les garanties permettant aux travailleurs à la retraite de ne pas finir dans la misère. Après ce vote, le dirigeant de la section 751 du syndicat IAM, John Holder, déclare « Nous avons obtenu des gains formidables » et il ajoute « Mais nos membres ont estimé que ce n'était pas suffisant ». Oui, parce que malgré la direction de Boeing qui pleurniche sur les pertes, qui menace d'un plan de licenciement de 10%, malgré tous les efforts de la ministre du Travail de Biden et malgré ceux qui, au sommet du syndicat, mettent en avant les gains formidables, les travailleurs en grève de chez Boeing depuis le 13 septembre ont décidé de poursuivre pour arracher leurs revendications. Et de ce point de vue, ce qui se passe chez Boeing est tout à fait significatif de cette vague de grève qui a surgi depuis l'été 2023. La presse américaine l'ignore pas, hein. Dès septembre 2023, CNN disait l'Amérique est en grève. C'était les grèves dans les studios de Hollywood, la grève chez le transporteur UPS où le patronat a tout de suite mis des centaines de milliers de dollars sur la table pour éviter la grève dans l'automobile où les travailleurs ont demandé 40% d'augmentation de salaire, la grève dans les casinos de Las Vegas où la mafia n'arrive plus à acheter la paix sociale comme c'était le cas pendant des dizaines et des dizaines d'années, la grève dans des grands réseaux d'hôpitaux privés, la grève et les tentatives dans de nombreuses entreprises très déréglementées comme Amazon, comme Starbucks, de constituer des syndicats malgré l'obstacle des lois antisyndicales qui datent de la guerre froide. Pour terminer, je crois qu'on a cité dans la Tribune des travailleurs ce que disent beaucoup de ces grévistes aux États-Unis. J'ai retrouvé dans les vieux numéros de la Tribune des travailleurs ce que disait un travailleur de l'automobile en septembre 2023, avant la grande grève chez Stellantis, Ford et General Motors. Je crois qu'il résume bien l'état d'esprit de la classe ouvrière. Je leur ai donné 11 ans de ma vie en usine, alors nous voulons une convention collective équitable. Le patron s'est augmenté de 40%, alors nous aussi nous voulons nos 40%. Nous ne demandons pas grand-chose, seulement la justice. Je vais revenir maintenant sur les mobilisations parmi la jeunesse aux États-Unis, notamment celles qui ont été très importantes ces années, c'est les mobilisations sur les universités en lien avec la question de la Palestine, où dans de nombreuses universités, en avril et en mai de cette année, il y a eu des campements installés dans les campus des universités. Il faut savoir que la jeunesse était très présente dans l'ensemble des manifestations qui avaient lieu aux États-Unis en soutien au peuple palestinien, dans les manifestations aussi, les mots d'ordre qui mettaient en cause la politique du gouvernement américain et de Biden, qualifié de Genocide Joe, et pour exiger donc l'arrêt de toute aide financière et militaire à Israël. La mobilisation, elle a pris aussi dans les campus. C'est d'abord dans le campus d'une université de New York, l'université de Columbia, où des premiers campements ont été installés en signe de protestation contre le rôle du gouvernement dans le génocide en Palestine.
Et ce qui s'est passé, c'est que la présidente de l'université a appelé la police. Il y a une centaine de ces étudiants qui ont été arrêtés. Et au lieu de stopper la mobilisation, ça a eu au contraire un effet boule de neige. Ce qui a fait que dans d'autres campus d'université, des étudiants se sont mis eux-mêmes à faire leur propre campement, en soutien notamment à leurs camarades arrêtés, et aussi pour poursuivre la mobilisation. Et de même, c'était pas seulement les étudiants qui au début se mobiliser, c'est-à-dire qu'ensuite les professeurs, quand certains de leurs étudiants étaient arrêtés ou ont même été suspendus et sont passés en conseil de discipline, les professeurs se sont mobilisés, se sont organisés pour dire nous refusons que nos étudiants soient arrêtés, nous refusons qu'ils soient suspendus. Et suite à cela, il y a aussi une manifestation assez importante devant le Sénat après le vote du Congrès sur les crédits de guerre en Israël, qui étaient aussi les crédits de guerre pour l'Ukraine et Taïwan. Et à cette occasion, il y avait un certain nombre d'étudiants. Il y a eu aussi une forte répression avec l'arrestation de 300 étudiants lors de cette manifestation. De manière globale, les campements ont été largement réprimés. Il y a eu aussi énormément d'accusations d'antisémitisme, etc., pour essayer d'empêcher les étudiants, mais ça n'a pas empêché que cet effet boule de neige et qu'en fait les campements se sont au fur et à mesure développés dans de nombreuses universités. Cette mobilisation, elle avait quand même un certain nombre de limites qu'il faut pas ignorer. Déjà, le fait que les revendications sont restées sur la question de la Palestine, mais sans faire pour autant le lien avec la politique de guerre du gouvernement dans son ensemble. Donc, il y a l'argent qui est envoyé à Israël, mais on ne parle pas de ce qui est fait pour la guerre en Ukraine, ni même, il n'y a pas forcément le lien qui a été fait sur la politique intérieure menée par Biden. Et aussi du fait qu'il n'y ait pas d'organisation de jeunes indépendante réellement. Si au début les mobilisations elles se sont faites de manière assez spontanée, ça a été rapidement aussi repris par des groupes politiques qui prétendaient parler à la place des étudiants et qui se sont mis dans les assemblées générales à décider à leur place. Néanmoins, la mobilisation, elle était importante et elle a aussi largement inquiété, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de répression, parce qu'elle a rappelé la mobilisation des étudiants, notamment en 68 lors de la guerre du Vietnam, et c'était des dizaines de milliers de jeunes qui, à ce moment-là, avaient assiégé la convention présidentielle du Parti démocrate à Chicago dans leur mobilisation contre la guerre, et il y avait cette crainte que ça se reproduise à nouveau. Mais il faut aussi mettre en lien cette mobilisation des étudiants pour la Palestine avec toutes les grèves et mobilisations qu'il y avait dans les universités les années précédentes, parce que dans un certain nombre d'universités aux États-Unis, il y a eu des grèves très importantes. Un des exemples majeurs, ça a été les grèves fin 2022 dans les 10 campus des universités de Californie, où des étudiants en master qui sont chargés de cours, du fait de leur salaire trop bas, se retrouvent à devoir donner cours, mais sont SDF parce qu'ils n'ont pas les moyens, le coût de la vie étant trop cher aux États-Unis. Et comme cette catégorie-là de profs venait d'avoir le droit de se syndiquer l'année précédente, ils ont pu se mettre en grève. Et pour la première fois, il y a pu avoir une grève où l'ensemble des catégories professionnelles de l'université ont pu se mettre en grève en même temps. Et il y a eu une grève très importante dans tous les 10 campus des universités de Californie, où il y avait des piquets de grève allant jusqu'à 10 000 grévistes par jour, qui ont été soutenus par ailleurs aussi par d'autres syndicats, notamment les syndicats des livreurs et les syndicats des constructions de chantiers, qui faisaient qu'il n'y avait même plus aucune livraison qui se faisait dans les universités, tous les chantiers aussi de travaux étaient arrêtés en soutien à cette grève. Et il y a un certain nombre d'exemples de grèves comme ça dans les universités aux États-Unis ces dernières années, qui ont permis d'arracher un certain nombre de revendications, notamment d'augmentation de salaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois dans ces grèves, c'est les grèves de professeurs, mais qui sont soutenus par les étudiants eux-mêmes, qui font bien le lien et qui comprennent que les conditions de travail de leurs professeurs ont un lien aussi avec eux, leurs conditions d'études. Maintenant, je vais revenir aussi sur les mobilisations en lien avec la défense des droits démocratiques et en particulier sur la question de l'avortement. Pour rappeler un peu les faits, c'est en mai 2022, début mai, que dans la presse a fuité la décision de la Cour suprême de remettre en cause l'arrêté Roe versus Wade, qui était l'arrêté qui permettait de garantir le droit à l'avortement au niveau de l'ensemble des États-Unis, le droit fédéral à l'avortement. Et par la suppression de cet arrêté, ça signifiait que dans un certain nombre d'États, la majorité des États du Sud et aussi une grande partie de ceux du Midwest, les femmes allaient perdre le droit à l'avortement, ce qui concernait environ 100 millions de femmes.
À la suite de cette annonce, ce qu'on avait observé, c'est qu'il y a eu des milliers au début, puis des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans la rue pour manifester contre cette décision, parfois avec les organisations syndicales, sur des mots d'ordre qui disaient voilà, c'est le corps des femmes, c'est leur choix, l'IVG est une question de santé publique, et ce qui a amené à ce que le 14 mai, il y ait de très larges manifestations qui ont eu lieu, puisqu'on a eu 1 million de femmes et d'hommes dans la rue, dans plus de 400 villes des États-Unis, mais aussi bien dans les États plus progressistes, disons, où l'avortement n'allait pas être directement remis en question, que dans les États du Sud, où c'est une question qui allait être beaucoup plus compliquée. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans ces mobilisations, il y avait les mots d'ordre plus général démocratiques sur cette question de l'avortement, mais aussi des manifestants qui posaient la question de où est Biden, que fait le Parti démocrate, parce que même si c'était une décision de la Cour suprême de supprimer cet arrêt, se poser la question aussi de la loi de la protection de la santé des femmes, qui était un projet de loi fédéral qui aurait pu garantir et faire en sorte que dans la loi au niveau fédéral soit inscrit ce droit. Et à la suite de l'annonce de la Cour suprême, Biden s'était contenté de faire une déclaration déplorant cette décision, mais sans du tout mettre la perspective de lui prendre la décision de le garantir au niveau fédéral. Et donc, dans les manifestations, revenait la question de cette loi et de la responsabilité de Biden et du gouvernement lui-même. Bien, alors camarades, pourquoi avoir abordé les choses sous cet angle et pas d'abord sous l'angle, je dirais, de la superstructure présidentielle? Parce que s'agissant de la situation aux États-Unis comme d'autres situations, nous abordons l'analyse du point de vue qui est le nôtre. C'est un vendredi marxiste, c'est donc pas un vendredi autre chose. Et comme c'est un vendredi marxiste, nous abordons les choses sous l'angle des classes sociales en présence. C'est de lutte de classe qu'on parle quand on parle de l'élection présidentielle aux États-Unis, même si en apparence il n'y a pas lutte de classe entre deux candidats qui revendiquent d'être des candidats de la classe capitaliste. Ça peut sembler un paradoxe. Kamala Harris, pas plus tard que il y a quelques semaines, devant une assemblée de grands patrons, a dit oui, je suis capitaliste. Des fois qu'il y aurait eu un doute. Et le Congrès américain a adopté le 2 février dernier, par une large majorité des républicains et démocrates, une résolution intitulée « Dénoncer les horreurs du socialisme » et qui dit la chose suivante: considérant que les États-Unis d'Amérique ont été fondés sur la croyance dans le caractère sacré de l'individu, auquel le système collectiviste du socialisme, sous toutes ses formes, est fondamentalement et nécessairement opposé, le Congrès dénonce le socialisme sous toutes ses formes et s'oppose à la mise en œuvre de politiques socialistes aux États-Unis. C'est fort quand même. Hein. C'est fort, surtout que, je dirais, là, c'est pas l'interdiction de la politique d'un parti en tant que tel ou d'un modèle en tant que tel. C'est pas la condamnation de l'Union soviétique de Staline. Le socialisme ne doit pas trouver sa place aux États-Unis. Et aussi bien les républicains que les démocrates adoptent cette résolution. Mais en même temps, ça indique ce qu'est le vrai sujet de l'élection présidentielle. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est qu'il faut arriver à imposer à une classe ouvrière qui compte près de 160 millions de travailleurs aux États-Unis, une classe ouvrière qui mène des grèves d'une puissance considérable dont a parlé Dominique, une jeunesse qui se bat pour ses droits, comme l'a montré Camille, et qui en même temps se bat contre le génocide à Gaza. Les femmes, et au-delà des femmes, tous ceux qui se battent pour les droits démocratiques. À quoi il faut ajouter, bien évidemment, le mouvement propre des Noirs contre le racisme institutionnel aux États-Unis, et au-delà des Noirs, de tous ceux qui font bloc avec eux, on l'a vu au moment de l'assassinat de George Floyd. Il faut donc arriver à imposer à ces millions et ces millions une espèce d'affirmation indiscutable, il n'y a pas d'issue en dehors du capitalisme. Et le seul choix auquel vous devez être contraint,
C'est le capitalisme version Kamala Harris ou le capitalisme version Trump, mais il n'y a pas d'autre issue. Et c'est pourquoi on en arrive à ce qui est quand même, ce que je trouve assez symbolique, cette condamnation par le Congrès des États-Unis, avec tout le décorum qui est celui du Congrès des États-Unis. Nous condamnons le socialisme et toute tentative d'imposer le socialisme aux États-Unis, alors qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne se réclame du socialisme. Alors, bien évidemment, il y a des différences entre Kamala Harris et Trump. Il serait stupide de les nier. Hein, par exemple, Camille parlait de l'avortement. Il est certain que Trump élu cherchera à aller encore plus loin dans l'interdiction de fait de l'avortement, tandis que Kamala Harris, au moins du point de vue des intentions, affirme qu'elle voudrait revenir en arrière, c'est-à-dire vers l'autorisation de l'avortement. Il est certain que du point de vue des droits démocratiques, les conceptions, les positions ne sont pas les mêmes, mais il y a à la fois de grandes différences et de grands éléments en commun. Vous savez, le journal Le Monde, non, c'est pas Le Monde, j'ai une bêtise, France Télévisions a fait un papier comparatif, c'est le même journaliste qui l'a fait. Que se passerait-il si Kamala Harris était élue à la Maison-Blanche, et puis que se passerait-il si Trump était élu à la Maison-Blanche? Je ne vais pas vous les lire, il y a évidemment des différences importantes, mais l'élément qui les rassemble peut être résumé de la manière suivante. Finalement, le mot d'ordre de Trump, America First, hein, l'Amérique d'abord, c'est aussi le mot d'ordre de Kamala Harris. Simplement, les moyens d'y parvenir ne sont pas les mêmes. Les voies pour y parvenir ne sont pas les mêmes. Mais l'Amérique d'abord, c'est-à-dire les intérêts du capital financier des États-Unis d'abord, c'est un programme commun à Kamala Harris et à Trump. Alors bien sûr, ils ont des désaccords sur la manière de le faire. Par exemple, on le sait, Biden est très très engagé dans la guerre en Ukraine. Il a fait voter, je crois, des centaines de milliards de dollars d'un seul coup pour financer la guerre en Ukraine. Tandis que Trump est plus mesuré là-dessus. Il dit qu'il y a peut-être un arrangement possible avec Poutine. Mais pourquoi ? Parce que tous les deux sont d'accord sur une chose, et j'y reviendrai, qui est là les lois du capital. Il n'est pas tolérable que le marché chinois échappe aux multinationales américaines. Et quoi qu'il arrive, il faudra prendre le contrôle du marché chinois. Pour prendre le contrôle du marché chinois, il ne faut pas s'embêter avec l'Ukraine et la Russie, dit Trump. Il faut essayer de trouver un arrangement séparé avec Poutine. Pour prendre le contrôle du marché chinois, il faut commencer par écrabouiller Poutine, disent Biden et Kamala Harris, pour des raisons de stratégie politique évidentes. Mais ils sont d'accord sur une chose. L'existence d'un marché chinois qui échappe aux multinationales américaines n'est pas tolérable. Et par conséquent, ils sont les uns et les autres, sous des formes différentes, engagés dans les préparatifs de guerre contre la Chine. De la même manière, les uns et les autres, ils le disent, nous sommes capitalistes, donc nous devons aider les entreprises américaines, partagent cela. Pas nécessairement les mêmes secteurs des entreprises américaines. Vous savez, Trump a dit à un moment donné, après avoir été l'objet d'un attentat raté, il a voulu résumer son programme, et il a dit mon programme se résume à 3 mots, forêt, forêt, forêt. Pourquoi ? Parce qu'il est lié aux multinationales du gaz et du pétrole, qui se heurtent à un certain nombre de contraintes environnementales que vous connaissez, et par conséquent, Trump se fait le champion de ces multinationales en disant il faut pouvoir forer le sous-sol autant que nécessaire, se débarrasser de tout ce qui limite notre droit imprescriptible à forer pour aller dégager le gaz, le pétrole, c'est-à-dire pour faire fructifier les multinationales américaines du pétrole. Tandis que Biden, lui, choisit d'aider l'industrie américaine, notamment par le biais de l'industrie de l'armement. Quand il fait voter des centaines de milliards pour l'Ukraine, entre guillemets, par le Congrès américain, ces centaines de milliards, pour l'essentiel, reviennent à l'industrie d'armement américaine, puisqu'il s'agit de s'équiper en armes américaines, d'acheter des armes américaines, ou d'emprunter aux banques américaines pour pouvoir acheter des armes américaines, et il faudra ensuite rembourser, bien sûr, les intérêts de la dette aux États-Unis. Donc,
bien évidemment, l'un et l'autre se présentent devant la classe capitaliste américaine en disant « Nous savons que le système que nous défendons est en crise, nous savons qu'il va falloir porter des coups à la classe ouvrière, nous savons qu'il va falloir aggraver tous les processus de guerre ouverte ou de guerre économique, nous sommes candidats pour cela, et ça c'est ce qu'ils ont en commun, mais nous avons des moyens différents à vous proposer d'y parvenir. C'est pourquoi il est indispensable d'aborder les questions en termes de classe, sinon on n'y comprend rien. Je voudrais faire juste un petit rappel. Si on regarde la situation des entreprises américaines du point de vue de leur capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise à un instant T, les 10 premières entreprises mondiales du point de vue de la capitalisation boursière sont toutes de nationalité américaine. Toutes. Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, etc. Si vous regardez les 20 premières entreprises mondiales du point de vue de la capitalisation boursière, 19 sont de nationalité américaine. Si vous regardez les 50 premières entreprises mondiales par l'ampleur, le volume de la capitalisation, 40 de ces 50 entreprises sont américaines. Et même si on regarde les 100 premières entreprises du point de vue de leur capitalisation boursière, 74 des 100 premières entreprises mondiales sont de nationalité américaine. Donc lorsqu'on parle de la classe capitaliste américaine, je ne veux pas me montrer désobligeant avec nos capitalistes français, mais ce sont des nains microscopiques comparés à la puissance du capital financier américain. Et c'est pour être les représentants de ces intérêts que Harris d'un côté et Trump de l'autre sont en compétition pour dire c'est moi qui vais le mieux défendre vos intérêts dans cette période de crise, parce que j'attire votre attention sur le fait qu'il y a crise de la classe capitaliste. Alors, c'est vrai pour la capitalisation boursière, mais la capitalisation boursière, on sait que c'est une indication qui est volatile, parce que ça dépend des cours de la bourse, ça peut monter, ça peut descendre, rentre là-dedans un aspect spéculatif. Mais si on regarde du point de vue de la valeur de la production, je suis allé regarder, par exemple, dans le secteur des raffineries, là je parle de la valeur de la production, pas de la spéculation boursière. La première entreprise mondiale est de nationalité américaine. Dans la production d'acier, la deuxième est américaine. Dans l'aérospatiale, la première et la deuxième sont américaines. Dans la chimie, la deuxième et la cinquième sont américaines. Dans les logiciels, la première et la deuxième sont américaines. Dans les ordinateurs, la première et la deuxième sont américaines. Dans l'agroalimentaire, la première et la deuxième sont américaines. Dans l'équipement, la première est américaine. Dans l'électronique et l'informatique, la première et la deuxième sont américaines. Dans l'automobile, la première et la quatrième sont américaines. Dans le pétrole, la première et la quatrième sont américaines. Dans la communication, la deuxième et la troisième sont américaines. Dans la pharmacie, la première et la deuxième sont américaines. Dans les semi-conducteurs, la première est américaine. Je m'arrête là. Vous avez compris, le capitalisme américain à lui seul concentre une puissance économique, une puissance de richesse de production, une puissance de capitaux accumulés, une puissance de capitalisation boursière qui dépasse et de loin la totalité de ce que représentent toutes les autres puissances capitalistes. On n'est pas dans la même échelle. Et par conséquent, les intérêts de cette classe capitaliste américaine doivent s'imposer, et ils doivent s'imposer dans une situation, et c'est là où on rejoint la formule de Trotsky qui dit les lois de la mécanique économique, dans une situation, et c'est tout le paradoxe, où même l'économie américaine étouffe dans les limites qui lui sont imposées, étouffe dans les limites nationales qui lui sont imposées, étouffe dans les limites du régime de la propriété privée des moyens de production, pour une raison simple, que je ne vais pas redévelopper ici. On l'a écrit dans de nombreux articles de la revue L'Internationale, on l'a écrit dans de nombreux éditoriaux, et ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, donc à s'inscrire dans les groupes d'études révolutionnaires pour mieux maîtriser les lois de l'économie capitaliste, tout simplement parce que le capitalisme se développe, se caractérise par une capacité à développer les forces productives, tout ce qui est possible et nécessaire pour produire des richesses, à un rythme infiniment plus rapide que les marchés ne sont capables de croître pour absorber les richesses produites. La crise du capitalisme,
s'exprime aujourd'hui dans sa phase impérialiste de décomposition, non pas par un manque d'argent, comme on nous dit souvent, le manque d'argent c'est pour les ouvriers, le manque d'argent c'est pour les milliards d'êtres humains qui souvent n'ont même pas de quoi manger, mais du point de vue des capitalistes eux-mêmes, la situation se caractérise par des excédents de capitaux à n'en plus finir. Des montagnes de capitaux qui placent chaque capitaliste, chaque groupe de capitalistes, chaque multinationale devant ce drame existentiel terrible, où investir pour dégager du profit. C'est un drame que nous ne partageons pas les uns et les autres, mais que eux partagent et qui fait qu'en permanence, il faut trouver de nouvelles sources de profitabilité, de nouveaux moyens de dégager du profit dans un marché qui est limité. Et c'est pourquoi ça ne peut pas passer par les conditions normales. Ça ne peut pas passer par, vous savez, on dit le capitalisme, c'est la libre concurrence. Oui, jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement. Et au-delà d'un certain point, il faut recourir à des méthodes anormales, inhabituelles, pour parvenir, coûte que coûte, à valoriser le capital. Et c'est pourquoi le capital financier en général, le capital financier des États-Unis en particulier, n'a pas d'autre choix que de préparer les conditions d'une guerre avec la Chine. Tout simplement parce que la Chine, dirigée par une bureaucratie contre-révolutionnaire, c'est indiscutable, mais pour l'instant repose encore sur une économie qui, pour l'essentiel, ne relève pas de la propriété privée des moyens de production. Je sais bien, les camarades vont dire comment ça, il n'y a pas de capitalistes en Chine. Si, il y a des capitalistes en Chine. Il n'y a pas de bourgeois. Si, il y en a. Mais pour l'instant encore, l'essentiel de l'économie est contrôlé par l'appareil d'État, qui lui-même est contrôlé par le Parti communiste chinois, ce qui n'en fait pas une économie progressiste, mais qui fait qu'elle ne relève pas des lois classiques du marché. Et que si, par exemple, la direction du Parti communiste chinois décide que tel ou tel pan de l'industrie ne sera pas privatisé, il ne le sera pas, quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne le sera pas. Et si elle décide, ce qui se passe en ce moment, vous l'avez remarqué, de baisser les prix des automobiles électriques pour envahir le marché, elle peut le faire, ce qu'un capitaliste normalement constitué ne ferait pas, parce qu'en dessous d'un certain prix, il ne réalise plus aucun profit. Ceci est une anomalie. Et le capital financier ne peut pas laisser durablement échapper ces parts de marché gigantesques que représente par exemple l'économie chinoise. Mais pas seulement. Il ne peut pas accepter non plus que la bourgeoisie mafieuse, née de la décomposition du stalinisme en Russie, prétende préserver ses propres positions. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'elle cède devant l'exigence des multinationales américaines. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir une autre logique que la logique de la guerre. Bien au-delà Zelensky. Zelensky est instrumentalisé dans cette affaire et le peuple ukrainien est instrumentalisé, comme d'ailleurs le peuple russe, par Poutine, pour des raisons qui n'ont aucun rapport. Et c'est la raison pour laquelle, quand Trump dit « cette histoire de Poutine ne m'intéresse pas beaucoup, mais oui, je ferai la guerre à la Chine », il ne dit rien d'autre que ce que dit Biden et ce que dit Kamala Harris, nous ferons céder la Chine, par des moyens différents. Biden dit je veux augmenter les taxes de 60% de tout ce qui va rentrer de Chine aux États-Unis. Biden prend d'autres moyens, mais tous partagent cela. La grande différence entre eux, et elle est importante, c'est que Biden tente de faire prévaloir les intérêts de la classe capitaliste américaine tout en préservant le jeu institutionnel classique. C'est quoi le jeu institutionnel classique? Il y a des États, il faut essayer de passer un accord avec les États. Certes, on leur fait retomber dessus l'essentiel de la charge. Il y a une organisation des Nations Unies, il faut tenir compte de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut, concrètement, faire prendre en charge le coût de la guerre à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, mais par les voies traditionnelles. Par exemple, on fait voter par l'OTAN qu'il faut augmenter les budgets de guerre. Par exemple, on fait voter que le principal effort d'armement de l'Ukraine doit être fait par les pays européens et pas par les États-Unis. Mais on préserve le cadre institutionnel. Trump dit « je n'en ai plus rien à faire du cadre institutionnel. On peut balayer l'ONU, les autres États ne m'intéressent pas, America First ». Et par conséquent, s'il faut élever des droits de douane, arrêter de financer ceci ou cela, etc., je n'en ai strictement rien à faire, America First. Il y a donc une différence évidente, mais cette différence, elle n'empêche pas que la logique du capital
conduit à la déstabilisation de l'ordre mondial dans la version Biden comme dans la version Trump. Regardez ce qui se passe avec Netanyahou. Il est certain que Netanyahou est un facteur de déstabilisation majeur, non seulement du Moyen-Orient, mais de tout l'ordre mondial. Et Netanyahou provoque une situation qui échappe. Biden a dit à Netanyahou, il faudra un peu se calmer, il faudrait peut-être un cessez-le-feu. Il l'a dit, mais il continue à livrer des armes. Il est d'une certaine manière prisonnier de sa propre relation avec l'État d'Israël. L'État d'Israël est une pointe avancée de la défense de l'ordre impérialiste au Moyen-Orient. Biden ne peut pas accepter que cette pointe avancée soit affaiblie. Et par conséquent, même si Netanyahou va plus loin que Biden ne le souhaiterait lui-même, d'une certaine manière, il est entraîné dans cette logique de déstabilisation de l'ordre mondial et de généralisation de la guerre. Il n'a pas d'autre choix. Trump, lui, est plus, plus ouvert d'une certaine manière. Il dit « je ferai ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faut ». Donc s'il faut la guerre, on la fera. Et il n'a pas d'état d'âme là-dessus. Trump, de ce point de vue, a une logique, la logique du protectionnisme, la logique du nationalisme. Et bien évidemment, pour le faire, il va s'appuyer socialement sur la petite bourgeoisie, sur les secteurs frustrés de la classe ouvrière. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Parce que la caractéristique de la crise du capitalisme, c'est que dans le même temps où il faut préparer le contrôle du marché chinois, dans le même temps où il faut prendre appui dans le monde entier, il faut aussi prélever sur la classe ouvrière une partie de la valeur de la force de travail. Il faut remettre en cause les droits ouvriers. Et cela crée une situation où des millions de gens aux États-Unis vivent dans une misère très grande. Hein. C'est le pays des très grandes richesses et des très grandes pauvretés. La population noire, dans sa grande majorité, de larges secteurs de la classe ouvrière, connaissent une paupérisation constante. Dans cette situation, il est aisé pour un Trump d'en appeler aux petits blancs et de dire tout ça est de la faute des migrants. Et de déchaîner une démagogie contre les migrants comme un dérivatif par rapport à la responsabilité du capitalisme. C'est la méthode classique du fascisme. Pour préserver les intérêts de la classe capitaliste, vous savez, c'est pas nouveau. Il faut savoir décrypter les choses. Hitler avait un mot d'ordre qui était l'Allemagne a besoin d'un espace vital. Comme elle a besoin d'un espace vital, il fallait se débarrasser des Juifs qui empiétaient sur l'espace vital de l'Allemagne. La réalité, c'est que le capitalisme allemand avait besoin d'un espace pour son expansion et qu'il était en concurrence avec les autres capitalismes. Mais la forme qu'on lui donnait, c'était que l'espace vital exigeait de se débarrasser des Juifs. Trump fait la même chose. America First, dehors les immigrés. Et le vrai problème, ce n'est pas les immigrés. Le vrai problème, c'est affirmer le droit imprescriptible des multinationales américaines de conquérir tous les marchés qu'elles entendent conquérir dans n'importe quelles conditions, dans aucun respect ni des règles internationales, ni des règles institutionnelles aux États-Unis. C'est ce qui explique qu'un type comme Trump peut éventuellement gagner l'élection. Dans ce contexte de crise du capitalisme, qui, pas seulement aux États-Unis, a comme solution possible, et je mets des guillemets à solution, la marche à des États forts, la marche à des gouvernements forts, la marche à des régimes de plus en plus autoritaires, bonapartistes, nationalistes, voire racistes. Regardez la situation en Europe. Regardez l'Italie, la Hongrie, peut-être demain la France. Déjà un petit peu d'ailleurs avec Retailleau. Hein. De ce point de vue, ce n'est pas une logique. La forme est américaine. Mais le contenu, c'est la crise du capitalisme, qui ne parvient plus à se survivre par les moyens traditionnels, ni de la domination politique, ni des rapports sociaux, ni des relations économiques. Donc c'est la loi de la jungle. Et cela explique le fait que, aussi bien contre la classe ouvrière que contre les capitalismes concurrents,
un type comme Trump revendique ouvertement de bousculer toutes les règles. Biden et Kamala Harris demain les bousculent, mais sans le dire. Et ça explique la nature de la campagne. Vous savez, le fait qu'un type comme Elon Musk vienne de promettre 1 million de dollars chaque jour à quelqu'un qui apportera son soutien à Trump. Bon, ça prouve qu'il a beaucoup d'argent, mais ça prouve quelle partie de la classe capitaliste soutient Trump. Celle qui a besoin de se débarrasser de toutes les règles. Mais se débarrasser de toutes les règles, c'est aussi pousser à la guerre civile. Et Trump fait partie, Biden et Kamala Harris, eux, relèvent d'une autre fraction de la classe capitaliste qui pense qu'il faut éviter d'aller ouvertement vers la guerre civile. Donc préserver un certain nombre de cadres, et en particulier préserver la possibilité d'intégrer les syndicats à leur politique. En ce sens, pour répondre à la question qui était posée au point de départ, Kamala Harris n'est pas un rempart face au fascisme. Elle est peut-être un rempart demain contre l'élection de Trump, et encore, parce que même si elle était élue, on verrait jusqu'où Trump irait dans la marche à la guerre civile, mais elle n'est pas un rempart tout simplement parce que l'un et l'autre sont les représentants d'une classe sociale dont le mode de domination est en crise. Aucun des deux ne peut garantir à la classe capitaliste américaine qu'elle va être en situation de conquérir tous les marchés dont elle a besoin, qu'elle sera en situation de faire reculer les droits des travailleurs aussi loin que leur système l'exige, qu'elle sera en situation d'aller conquérir tous les marchés d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Et comme ils ne peuvent pas le garantir, cela nourrit l'approfondissement de la crise, et pas plus Kamala Harris que Trump ne peuvent résoudre cette crise qui est la crise fondamentale du capitalisme. C'est pourquoi la marche à la guerre généralisée, elle produit des lois du capital. Sauf, comme Trotsky le dit dans la citation que j'ai évoquée, sauf si la classe ouvrière bloque la marche à la guerre. Et quand on parle de la classe ouvrière aux États-Unis, la classe ouvrière en Chine, la classe ouvrière en Europe, parce qu'il s'agit de la situation mondiale. Et c'est là où on en arrive à la question cruciale qui est posée. J'ai évoqué la puissance de la classe capitaliste américaine. Mais il faut évoquer aussi la puissance de la classe ouvrière. Il y a une statistique qui est intéressante. Si on regarde les 40 dernières années, la population américaine a augmenté de 48%. Mais les effectifs salariés ont augmenté de 56%. C'est-à-dire que la classe ouvrière, dans sa puissance, augmente plus vite que le total de la population américaine. Et toute la contradiction est la suivante. La puissance sociale de la classe ouvrière, vous en avez eu un aperçu dans les informations qu'a données Dominique. La puissance des grèves. Les gars de Boeing qui disent non, 35% d'augmentation de salaire sur 4 ans, ça ne va pas du tout, on veut 40%, et qui reconduisent la grève. Je veux dire. En France, on a vu des accords signés beaucoup plus modestes et qui étaient présentés comme des victoires. Là, 35%, non, ça colle pas, bien. Pourquoi? Parce que les travailleurs américains, quand ils entrent en grève, c'est la quasi-totalité. Vous savez comment ça se passe, il y a un vote dans l'entreprise et quand la grève est engagée, c'est la totalité. Donc ils ont le sentiment de leur force, ils ont confiance dans leur force. Quand Boeing dit nous perdons 1 million de dollars par jour de grève, ils disent la vérité, les travailleurs le savent. Donc il y a une puissance sociale considérable de la classe ouvrière américaine, qui est aussi une puissance de ses syndicats. Parce que quand ils partent à la grève avec les syndicats. Mais en comparaison, la puissance sociale fait de la classe ouvrière américaine un géant, sa puissance politique en fait un nain. Et même pire qu'un nain, quelque chose de microscopique. C'est une contradiction majeure. Si on veut en avoir une idée, j'ai sous les yeux le discours prononcé par, comment s'appelle-t-il, Shawn Fein, le président de UAW, qui est le syndicat de l'automobile, 1,5 million de membres. Il était à la Convention démocrate, comme chef syndical, hein, c'est pas comme chez nous, c'est pas les mêmes traditions. Donc il est à la Convention démocrate, il prend la parole et il a un t-shirt sur lequel il y a écrit
Trump est un jaune, un briseur de grève. Et il fait crier par la salle, oui, Trump est un briseur de grève, et les milliers de délégués démocrates qui sont là, c'est un briseur de grève, c'est un briseur de grève, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Sean? Il dit bonsoir à tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui permettent au monde d'avancer, la classe ouvrière. Au nom d'1,5 million de travailleurs actifs et retraités, membres de mon syndicat UAW, je suis honoré d'apporter mon soutien à Kamala Harris et à Tim Walz pour qu'ils soient nos prochains présidents et vice-présidents. Pour UAW et pour la classe ouvrière dans tout le pays, cette élection se réduit à une question. De quel côté vous situez-vous? D'un côté, on a Kamala Harris et Tim Walz qui se tiennent coude à coude avec la classe ouvrière. De l'autre côté, on a Trump et Vance, deux chiens de garde de la classe des milliardaires qui se servent eux-mêmes. Kamala Harris est l'une des nôtres, c'est une combattante de la classe ouvrière. Alors, camarades, je ne vais pas vous faire le pédigré de Kamala Harris, mais il n'y a rien dans son histoire qui ne justifie cette assertion. Et donc il termine, je vous passe tout son discours, il termine et j'ai une seule question, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser, à prendre la parole, à vous montrer partout pour permettre l'élection de Kamala Harris et Tim Walz à la Maison Blanche? Nous avons besoin d'une défenseuse de la classe ouvrière à la Maison Blanche, quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un qui est parmi nous, quelqu'un qui combat. Bon, alors vous me direz, ce type-là est tombé sur la tête? Pas du tout. Il tient le discours que tiennent tous les responsables syndicaux à tous les niveaux aux États-Unis, pour les élections présidentielles comme pour les élections locales. Ils vont dans les conventions du Parti démocrate et ils disent machin chose, en l'occurrence Kamala Harris est, la formule classique c'est Friend of Labour, c'est les amis du mouvement ouvrier, les amis du mouvement syndical. Et comme ce sont des amis à nous, c'est ce qu'il dit lui le Fine, donc comme c'est des amis à nous, il faut les élire. Une fois qu'ils vont être élus, vous allez voir les choses formidables qu'ils font pour les ouvriers. Bon, des présidents démocrates, il y en a eu un paquet aux États-Unis, y compris celui qui est en place maintenant. Rares sont ceux qui ont pris des législations en faveur de la classe ouvrière, et quand ils en ont pris, elles étaient extrêmement limitées dans des conditions très particulières. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a aux États-Unis des lois antisyndicales, anti-grève, notamment les lois Taft-Hartley. Par exemple, il interdit aux États-Unis de faire des grèves de solidarité. Il interdit de faire des grèves sur des mots d'ordre communs à tous les travailleurs. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Oui, vous avez le droit de faire grève, par exemple, pour l'augmentation de salaire dans votre usine, mais vous n'avez pas le droit de faire une grève générale pour l'augmentation des salaires de tout le monde, parce que là, ça supposerait qu'il y ait une classe ouvrière. Non, pas question. D'accord? Donc c'est des lois extrêmement contraignantes. Pour qu'il y ait une grève, il faut d'abord qu'il y ait un référendum, que la grève soit votée majoritairement. Pour qu'il y ait un syndicat, il faut qu'il y ait une majorité de travailleurs de l'entreprise qui votent pour qu'il y ait un syndicat. S'il n'y a que 40% qui votent pour qu'il y ait un syndicat, personne n'a le droit de se syndiquer. C'est ça le droit syndical, vous savez bien. Est-ce qu'un seul candidat, est-ce qu'un seul président démocrate dans la dernière période, Obama, Biden, d'autres avant lui, Carter, est-ce qu'un seul de ces candidats démocrates prétendument amis du mouvement ouvrier ont proposé d'abroger ces lois antisyndicales? Aucun. Donc c'est des amis du mouvement ouvrier d'un genre un peu particulier. Et tout le problème pour la classe ouvrière, elle est celle-ci. Parce que quand je dis les syndicats soutiennent les candidats démocrates, c'est pas un soutien platonique. D'abord, ils sortent des caisses syndicales des millions de dollars pour financer les campagnes électorales des candidats démocrates. Des millions et des dizaines de millions et des centaines de millions de dollars, des cotisations des syndiqués pour financer les candidats démocrates. C'est ce qui fait que les candidats démocrates souvent ont plus d'argent que les candidats républicains, parce qu'ils ont aussi un paquet de capitalistes qui les financent. D'ailleurs, en général, les capitalistes financent en même temps les démocrates et les républicains. Mais les démocrates ont en plus les fonds syndicaux. Bon. Puis par ailleurs, ça veut dire qu'ils mobilisent les militants syndicaux. Moi, j'ai déjà vu la scène. On mobilise des dizaines de milliers de syndiqués pour passer son temps à la permanence téléphonique. Vous savez, ils appellent les gens chez eux. Bonjour, je vous appelle du syndicat UAW. Est-ce que vous connaissez le programme de Madame Kamala Harris? Non. Est-ce que vous me permettez de vous le résumer? Oui. Alors voilà, je vous explique pourquoi il faut voter pour elle. Ça, donc, la machine syndicale se met tout entière au service des candidats démocrates. Or, le parti démocrate, il ne faut jamais l'oublier, c'est le parti de l'impérialisme. D'abord, c'est le parti de la ségrégation. N'oublions pas que le parti des propriétaires d'esclaves, avant et pendant la guerre de sécession, c'est le parti démocrate, pas le parti républicain.
hein. Le parti qui s'est opposé à ce qu'on a appelé la reconstruction radicale, qui pendant un court laps de temps a établi l'égalité réelle entre les Noirs et les Blancs dans le Sud après la défaite du Sud aux États-Unis, c'est le Parti démocrate. Le parti qui a passé l'accord avec les Républicains au Nord pour rétablir la discrimination contre les Noirs, c'est le Parti démocrate, hein, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Et donc, ce parti se voit appuyé par le mouvement ouvrier dans des conditions incroyables. Ce qui pose donc le problème de l'indépendance de la classe ouvrière. Dans les années 30, Trotsky a défendu une position que nos camarades américains défendent toujours, qui est de dire il faut que les organisations syndicales rompent avec le soutien qu'elles apportent au Parti démocrate et qu'elles forment un parti à elles, un parti de la classe ouvrière, un Labour Party. Alors je sais que ça peut choquer des oreilles de militants français qui disent comment ça, quelle confusion entre le syndicat et le parti, etc. Trotsky, il a écrit de nombreux textes sur cette question de la nécessité d'un Labour Party aux États-Unis. Il évoque le fait, et c'est un élément important, que le mouvement ouvrier s'appuie sur des principes identiques dans tous les pays. La lutte de classe est internationale dans son contenu, mais la forme nationale n'est pas la même. Et il fait une classification grossière qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante. Il dit, bon, il y a trois grandes écoles, disons, du rapport entre les syndicats et les partis. Il dit, il y a les pays où ils se sont d'abord formés des partis ouvriers, qui ultérieurement ont constitué des syndicats, et généralement des syndicats qui étaient liés au Parti ouvrier. Il dit c'est l'exemple de la social-démocratie allemande, c'est l'exemple du Parti socialiste belge. Il dit il y a des pays où la tendance du syndicalisme, il veut parler au XIXe siècle, était plutôt une tendance anarcho-syndicaliste ou anarchiste ou syndicaliste révolutionnaire, donc totalement séparée du parti. Il dit c'était le cas en Espagne, il dit largement en France. Et puis, il y a des pays comme l'Angleterre, où il y a d'abord eu un mouvement syndical extrêmement puissant, le Trade Union Congress, et il dit à un moment donné, pendant tout un temps, ces syndicats se suffisaient à eux-mêmes, ils gagnaient un certain nombre de revendications partielles, ils imposaient à la classe capitaliste de gagner, et puis, quand la crise du capitalisme anglais s'est développée à partir de la fin du XIXe siècle, les syndicats ont ressenti le besoin d'aller au-delà de l'action économique. Et c'est là où les trade unions ont formé ce qu'on appelait un comité d'action politique qui a constitué le Labour Party. Et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne, le Labour Party est un produit organique des syndicats, qui fait que les syndicats sont membres en tant que tels du Labour Party. Et Trotsky dit, vu que la société américaine est largement modelée suivant le modèle anglo-saxon, que les syndicats s'en sont largement inspirés, il serait juste de dire, voilà, il faut rompre avec ce soutien avec le Parti démocrate et qu'elle constitue un parti à elle, un Labour Party. Alors, il y a toute une série de discussions à la fin des années 30 entre Trotsky et ses partisans américains, parce que les partisans américains de Trotsky étaient membres d'un parti qui s'appelle le Socialist Workers Party, qui est un parti qui se réclamait de la révolution socialiste, du prolétariat. Ils disent à Trotsky, comment ça, tu voudrais qu'on soutienne des bureaucrates pourris qui vont former un Labour Party, c'est quand même une drôle d'idée, donc tu penses qu'il faut soutenir un parti réformiste? Et Trotsky dit non, je ne pense pas qu'il faut soutenir un parti réformiste, il faut appuyer le fait que les syndicats doivent rompre avec la bourgeoisie, former un parti à elle. Bien sûr, nous souhaiterions que ce parti soit un parti révolutionnaire, mais on n'en fait pas une condition. Parce que le seul mouvement de rupture avec le Parti démocrate serait quelque chose d'extrêmement important. Il dit d'ailleurs qu'il faut se battre pour les revendications transitoires, etc. Et puis il insère dans cette discussion un élément particulier qui est la prise de position pour l'autodétermination des Noirs américains. Il y a à ce moment-là, aux États-Unis, dans les années 1920-1930, un mouvement assez puissant qui se développe, qui pose le problème de l'autodétermination des Noirs américains. Il y a même un dirigeant qui s'appelle Marcus Garvey qui revendique la création d'un État noir indépendant sur, je crois, 5 des États des États-Unis, là où il y a le plus de Noirs concentrés. Et les partisans de Trotsky sont un peu embarrassés par ça. Ils disent, bon, bien sûr, on reconnaît le fait que les Noirs qui ont vécu l'esclavage, qui sont à la fois le cœur du prolétariat américain et totalement expulsés de la nation américaine, c'est vrai qu'ils ont le droit de se déterminer par eux-mêmes. Mais quand même, de là à aller jusqu'à faire un État indépendant, c'est peut-être un peu excessif, quoi. Hein. Donc il y a toute une discussion. Et Trotsky défend un point de vue très net. Il dit, bon, moi je ne considère pas que la meilleure solution serait la création d'un État noir indépendant.
Mais si c'est la revendication des Noirs, eh ben, faut la soutenir. Faut la soutenir parce que personne ne va libérer les Noirs américains écrasés, exploités, mis au banc de la société autrement que eux-mêmes. Bien sûr, dans un rapport avec la classe ouvrière. Mais enfin, d'abord et avant tout, reconnaître leur droit imprescriptible à s'émanciper par eux-mêmes. Donc, y compris le droit à l'autodétermination. Y compris si ça prend la forme d'un État indépendant. Et en tout cas, dit Trotsky, le droit à une organisation noire politique indépendante, même si elle est reliée à un Labour Party, mais qui soit spécifique pour les Noirs américains. C'est l'orientation mise en œuvre par nos camarades américains aujourd'hui, qui combattent à la fois dans les syndicats pour un Labour Party appuyé sur les syndicats, mais qui en même temps combattent avec des camarades, des militants noirs, notamment les camarades de l'Ujima People's Progress Party dans la région de Baltimore, et qui combattent pour un parti ouvrier noir indépendant, relié à un Labour Party, mais porteur de la revendication d'autodétermination et de prise en charge réelle par les Noirs eux-mêmes de leur mouvement de libération. Et c'est là où il est intéressant de savoir ce que disent nos camarades américains en ce moment, et c'est Dominique qui va vous le dire. Non, c'est Camille. C'est pareil. Oui, à l'occasion du vendredi marxiste, on a demandé à des camarades avec qui donc on est en lien et en relation, et puis nos propres camarades de donner quelques mots de contribution sur le sujet. D'abord, une première contribution justement d'un des militants du Parti noir, Ujima People's Progress Party, donc organisation du Maryland, qui revient sur la question des grèves et qui explique: cette année a été une année très importante pour les grèves aux États-Unis. J'ai vu des rapports qui disaient que plus de 312 grèves avaient eu lieu aux États-Unis, avec plus de 453 000 travailleurs au moins qui ont participé à ces grèves. C'est un chiffre très important. Ces grèves sont non seulement l'opportunité de donner une éducation politique à ceux qui font grève, mais aussi aux communautés qui sont impactées d'une manière ou d'une autre par ces grèves, et de leur expliquer pourquoi il faut défendre le droit de grève, les aider à développer leur conscience de classe et leur faire comprendre la division de la société entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. Il explique aussi, nous devons rappeler aux travailleurs qu'ils ont leur propre pouvoir, et en même temps, nous devons lutter contre l'aristocratie ouvrière de ce pays qui s'allie avec les patrons. Nous devons nous devons combattre la relation bien confortable que l'aristocratie ouvrière entretient avec le Parti démocrate et le Parti républicain. Ensuite, une autre contribution qui nous a été envoyée par un de nos camarades, donc de Socialist Organizer, qui est un militant qui travaille avec des travailleurs sans papier notamment, qui explique sur le mouvement syndical. Le mouvement syndical aux États-Unis peut être caractérisé par deux dynamiques contradictoires qui sont en train de s'imposer dans ce pays. D'une part, un militantisme croissant des travailleurs de base qui se syndiquent et font grève à des niveaux jamais vus depuis 50 ans. Et d'autre part, une bureaucratie syndicale ossifiée et conservatrice au sommet qui continue à vendre les travailleurs au Parti démocrate. La volonté des cheminots, des travailleurs de l'automobile et des dockers de se mettre en grève ces derniers mois, ainsi que le taux croissant de syndicalisation des travailleurs des services au cours des dernières années, démontrent que la lutte de classe se développe à partir de la base. Ce militantisme croissant a également été démontré par les rébellions sans précédent des travailleurs noirs qui ont vu 25 millions de personnes participer à des manifestations de masse dans les rues au printemps 2020 après les meurtres racistes de George Floyd, Breonna Taylor et d'innombrables autres citoyens noirs par la police américaine. On a aussi eu un message d'un militant des syndicats des Teamsters, donc qui sont les conducteurs routiers, qui explique: heureusement, une nouvelle classe ouvrière désemparée des deux côtés du spectre, principalement dans le secteur des services, se réveille et prend conscience de la nécessité de s'organiser. Il s'agit de créer un parti politique indépendant. On peut imaginer que la désillusion croissante à l'égard des deux partis et la dégradation de la qualité de vie entraînera un mouvement vers cet objectif. Et une dernière réflexion qui nous avait été donnée lors d'une discussion avec un militant du Ujima People's Progress Party lors de la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires, qui revenait sur les
le parti républicain et le parti démocrate, et qui expliquait « Les deux partis jouent bien leur rôle, celui du parti démocrate est plus insidieux, il est présenté comme le rempart au fascisme et aux républicains, on nous dit que les républicains sont le mal incarné et que les démocrates sont les seuls à pouvoir nous sauver, mais en réalité le parti démocrate est le rempart à toute aspiration à un mouvement radical, c'est à la classe ouvrière de définir par elle-même une autre manière de construire son propre mouvement. » Bien, alors dans ce panorama, il y a non seulement le Parti démocrate, les appareils syndicaux, etc., mais il y a un obstacle supplémentaire, celui qu'on pourrait appeler la fausse gauche du mouvement syndical. Hein. Et Dominique va vous en parler parce que c'est un spécialiste de cette question. Oui, Daniel a évoqué l'obstacle que représente le fait que les principaux dirigeants syndicaux aux États-Unis sont des soutiens politiques du Parti démocrate. Et de façon complémentaire, je dirais, leur tâche est rendue plus facile par l'existence d'une prétendue gauche du Parti démocrate. Hein, je pense que tout le monde dans cette salle, par exemple, a entendu parler il y a quelques années de Bernie Sanders. Bernie Sanders qui est un sénateur apparenté au Parti démocrate, mais qui a été capable d'entraîner derrière lui quelques dizaines, centaines de milliers, notamment de jeunes, mais aussi de militants syndicaux, pour ensuite les ramener dans les écuries du Parti démocrate. Aujourd'hui, Bernie Sanders continue à exister, mais il n'occupe plus la place qu'il occupait jusqu'à un certain temps. Par contre, cette place, elle est occupée notamment par une organisation qui s'appelle Democratic Socialists of America, c'est-à-dire les socialistes démocratiques d'Amérique. Et il s'est passé en particulier le 20 avril quelque chose d'extrêmement important aux États-Unis. Biden et Kamala Harris ont demandé au Congrès, c'est-à-dire au Parlement, de voter pour des dépenses militaires supplémentaires considérables qui n'étaient pas prévues dans le budget, puisqu'ils ont demandé au Congrès des États-Unis de voter pour 94 milliards de dollars supplémentaires de dépenses militaires. Et manifestant que de leur point de vue, du point de vue de l'impérialisme américain, il n'y a bien qu'une seule guerre impérialiste globale de Gaza à la mer de Chine en passant par l'Ukraine, et en même temps très habilement, Biden et Kamala Harris ont fait voter ces 94 milliards par 3 votes distincts. Un vote pour attribuer 26 milliards d'aides militaires supplémentaires à Israël, un vote pour attribuer 60 milliards de dollars d'aides militaires supplémentaires pour alimenter la guerre en Ukraine, et un vote pour 8 milliards de dollars pour les préparatifs de guerre contre la Chine. Ils ont fait ça très habilement en 3 votes parce que ça a permis que quelques Trumpistes ne votent pas pour les dépenses militaires pour l'Ukraine, qu'une vingtaine de députés démocrates ne votent pas pour les dépenses militaires pour Israël, mais globalement, finalement, tout le monde a voté majoritairement pour ces 94 milliards. Et parmi la vingtaine de députés démocrates qui n'ont pas voté pour les dépenses militaires pour Israël, mais qui ont voté pour les 60 milliards pour la guerre en Ukraine et qui ont voté pour les 8 milliards pour les préparatifs de guerre contre la Chine, eh bien, il y a 2 députés démocrates qui sont aussi membres de Democratic Socialists of America, des socialistes démocratiques d'Amérique. Donc ils sont députés du parti de Biden, mais ils sont aussi socialistes. Ils votent contre les dépenses militaires pour Israël, ce qui était un petit peu compliqué pour eux, compte tenu de tout ce qui se passait, notamment chez les étudiants qu'a raconté Camille. Mais en revanche, sans problème, ils ont voté pour les 60 milliards pour la guerre en Ukraine, les 8 milliards pour les préparatifs de guerre contre la Chine. Parmi ces 2 députés, il y en a une qui s'appelle Cori Bush. Elle déclare, après avoir voté, tout au long de mon mandat, j'ai défendu les droits de l'homme, la démocratie et l'autodétermination, tout en m'opposant à la guerre sans fin. Je me suis donc opposé aux dépenses militaires proposées aujourd'hui, qui accordent des milliards de dollars supplémentaires en financement aux forces armées israéliennes. Je refuse de participer au génocide que Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite et les États-Unis infligent au peuple palestinien. Et puis elle ajoute: de même, je refuse que le peuple ukrainien souffre aux mains du régime meurtrier de Poutine. J'ai voté pour soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte contre l'invasion illégale. Donc,
je vote contre les milliards pour Israël, mais je vote pour les milliards. Bon, cette politique, évidemment, nous, on la connaît. Hein, c'est pas une politique différente de celle qui amène plus de 30 fois depuis 2 ans et demi les députés de gauche au Parlement européen, qu'ils soient au Parti socialiste ou à la France insoumise, qui votent pour les centaines de milliards déversés dans la guerre en Ukraine. Donc je veux dire, en soi, le fait que le Parti démocrate a besoin d'avoir quelques prétendus socialistes pour soutenir sa politique en la maquillant avec, je veux dire, un coup de peinture rouge, c'est d'une certaine façon dans l'ordre des choses. De la même façon, je vais vous citer des propos qui ont été tenus récemment par un dirigeant de DSA, hein, le 25 septembre, qui déclare la chose qui importe pour nous à gauche, c'est la question des droits ouvriers. On peut être que d'accord avec ça. Un certain nombre de grands syndicats soutiennent les démocrates, comme United Auto Workers, et quand ils font campagne pour Harris, ils se concentrent vraiment sur ce que ça signifie pour les droits ouvriers, parce que les démocrates protègent les droits ouvriers basiques, alors que les républicains promettent de les éradiquer. Bon bah voilà, c'est clair. DSA, ils sont dans le Parti démocrate, ils se font élire sous l'étiquette du Parti démocrate, ils étaient à la Convention démocrate, et puis comme ils défendent les droits ouvriers, bah, ils vous disent les démocrates soutiennent ça, alors que les républicains, eux, veulent détruire les droits ouvriers. Bon. Ça, je répète, en soi que de tels pseudo-socialistes existent pour soutenir un parti impérialiste comme le Parti démocrate, c'est dans l'ordre des choses. Ce qui est plus problématique en revanche, c'est que ces propos ont été tenus au 87 rue du Faubourg Saint-Denis, qui a quelques années encore était le local financé et acheté par la mobilisation des militants de la 4e internationale, qui était un local ouvrier et qui, le 25 septembre dernier, s'est transformé en local de campagne de soutien à Kamala Harris. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la place de la 4e internationale n'est pas de soutenir le Parti démocrate, qui est aujourd'hui le principal parti de l'impérialisme.